Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Fordham Télé, bienvenue pour cette interview avec Nicolas Fiol, journaliste et cofondateur du Média Football Club de Marseille, média marseillais. Salut à toi Nico. Salut Seb. Alors, dans quel on va dire un peu la question qu'on pose aux joueurs, dans quel état d'esprit es-tu après cette élimination? Est-ce que tu as digéré? Est-ce que tu es toujours en colère, énervé? C'est quoi ton ressenti? Alors, l'avantage de l'expérience et de suivre l'OM depuis une dizaine d'années à temps plein, c'est qu'on en a vécu des moments difficiles, donc je les digère un peu plus vite. Par contre, je te cache pas que mardi soir, ça a été dur, parce que c'était tôt dans la saison, et ce genre de désillusions, on les a pas aussi vite d'habitude. On n'a pas ces matchs couperés en Europe au milieu de l'été, et c'est vrai qu'en plus, vu le scénario du match, moi j'étais plutôt serein. Et ça m'est tombé dessus. J'étais pas du tout dans l'état d'esprit de me dire qu'on allait se faire éliminer. Moi, j'étais plutôt dans la projection de se dire qu'il y avait une progression. On voyait plein de choses positives avec plein de nouveaux joueurs, etc. Et là, tout s'effondre. Ouais, j'avoue que mardi, on a fait l'émission, on a fait le débrief en live sur Football Club de Marseille. C'était dur, quoi. C'était vraiment dur. On était tous dégoûtés. Ouais, c'était un sale moment. Ça m'a rappelé un peu Annecy ou Tottenham, mais sauf que là, j'étais pas prêt psychologiquement. Je m'y attendais pas du tout. Disons qu'on a été en situation d'être éliminé que 2 minutes, quoi, 2 premières minutes de jeu. Et après, on était soit à égalité ou soit devant. Donc c'est vrai que ouais, le match, vu le match qu'on a fait, en plus, c'était vraiment un super match. Donc ouais, moi c'est après les 20 dernières minutes, moi je faisais que tourner dans mon appartement parce que bon, tant que c'est pas fini, moi je connais trop le football et c'est vrai que t'attends le sifflet final, mais je tapais contre le mur. Enfin, je te disais, c'est pas que des actions que tu rates, des pénaltys non sifflés. Enfin, voilà. Donc après, il y a plusieurs éléments. Moi, pour l'instant, j'ai parlé que de l'arbitrage dans ce truc. J'ai pas voulu, je voulais pas parler de foot, hein. Déjà, mardi, je suis allé dans un bal, j'ai préféré essayer d'écarter tout ça. Bon, là, on va faire un petit peu l'analyse du jeu, enfin de tout, quoi, le global, quoi. Et après, se projeter évidemment sur le reste. Euh, comment toi, à froid, et l'expérience finalement que tu as du foot et de l'OM, est-ce que pour toi, il y a plusieurs éléments qui font que, ou il y en a qui prédominent, ou il y en a qui sont vraiment au-dessus et que, enfin voilà, évidemment, il y a les occasions de but, il y a le match aller, il y a l'arbitrage, il y a, enfin, évidemment, il y a tous ces éléments-là. Comment tu le vois, toi? Première chose que je me dis, c'est que c'était une soirée où rien n'allait dans le sens de l'OM, que ce soit l'arbitrage, la VAR, la réussite, etc. C'était pas une soirée pour. Néanmoins, tu avais les éléments, tu as eu les occasions pour tuer le match et tu l'as pas fait. Moi, je pense que le principal problème, en vrai, oui, il y a les problèmes d'arbitrage, on va en parler, je pense, mais au-delà de l'arbitrage, de la VAR et tout ce qu'on veut, avant tout, c'est que tu tues pas un match comme ça. Genre, en première mi-temps, le Panathinaikos n'existe pas. Il n'existe pas, mais du tout. Ils n'ont même pas un semblant d'occasion. Ils sont nuls. Moi, je suis désolé, hein. Première mi-temps, le Panathinaikos, c'est le degré zéro. Les mecs, ils mènent 1-0 sur le match aller. Ils prennent un but au bout de 2 minutes en laissant des espaces à Aubameyang. Genre, la base de base, tu ne peux pas laisser d'espace. Tu as un but d'avance, tu sais que tu es moins fort que ton adversaire. Tu laisses des espaces comme ça, tu prends un but d'entrée de jeu. L'OM, ils déroulent, ils ont plein d'occasions. Ils sont incapables d'en mettre un second. Finalement, ils marquent juste avant la mi-temps. Et à la mi-temps, on était avec Franck et Jean-Charles. Je dis, mais en fait, 2-0, c'est pas suffisant. C'est ce que je disais. 2-0, c'est pas suffisant. Ils disaient, ah, mais non, c'est bon. Regarde comment on domine. Je dis, c'est pas suffisant. Tu n'es jamais à l'abri d'un corner, d'un machin. Et c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, j'avais peur de ce scénario-là si tu n'arrivais pas à tuer le match. Et tu l'as pas tué. Pour moi, le premier problème, c'est de ne pas avoir tué le match. Après, il y a un deuxième problème, c'est que physiquement, j'ai l'impression que tu es un peu plongé en milieu de deuxième mi-temps. Marcelino a fait des remplacements. On pointe du doigt le fait qu'il est sorti Aubameyang, alors que Aubameyang aurait peut-être pu être un danger jusqu'à la fin du match. Ndiaye avait des crampes. Et tu n'avais pas tant de choix que ça sur le banc, finalement, parce que c'est ça, tu vois, tu fais rentrer Guendouzi à la place d'Ndiaye, c'est quand même un choix ultra défensif. Mais tu as qui sur le banc? Si Euh, tu mets Vitinha devant et Harit à gauche, il te reste le jeune, d'où j'oublie le nom, qui était recruté avec Ben Seguir en provenance du centre de ouais, formation de il est Nice. en réserve, c'est pas. Voilà, mais tu n'avais que ça en fait en termes offensifs. Tu n'avais pas d'autre solution. Moi, je pense que la blessure
enfin les blessures, la faute qui méritait un carton rouge sur Moug, ou Mouguet, je ne sais jamais comment on dit, ça t'a pénalisé parce que ça t'aurait peut-être fait du bien, tu vois, de rentrer lui à la place de Sarr et de peut-être garder Aubameyang avec Vitinha, tu vois. Ouais, ben ouais, moi j'avais fait l'analyse, c'est vrai, après le match de Reims où bon, je vois Mouguet. Alors, je dis dans ma tête forcément, je me dis il sera pas titulaire, ça sera ça, mais rentrer en cours de match, puis si tu as les prolongations, toujours bon d'avoir un joueur comme ça. Bon, ok, tu Harit sur le banc, ça en fait deux, mais c'est un peu léger. Après, je vois Ismaël Sarr qui est mieux fiévreux, je me dis c'est bon, on a qu'à déclarer forfait. En plus, t'as Malinowski, bon, même si il est pas bon, mais enfin, ça fait un joueur de plus, mais qui on fait pas jouer. Under, on l'a fait partir, on aurait pu faire jouer déjà la semaine dernière. Enfin bon, c'est vrai que c'était un peu juste, et Guendouzi, bon, même s'il peut jouer milieu offensif, c'est quand même pas son poste. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même embêtant dans une optique où tu vas en prolongation, quoi. Alors après, c'est vrai que moi, la première mi-temps, c'est vrai qu'avant le deuxième but, je me dis si on arrive à 0, c'est la cata. C'est vrai que le deuxième but m'a quand même rassuré parce qu'il y a quand même 2-0. On a fait le plus difficile, mais c'est vrai que, je sais pas toi, mais moi, ça me rappelle, mais alors, quasiment copier-coller, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, à OM Benfica, demi-finale aller de 90, où on a pléthore d'occasions. Bon, là, c'est tout le match, mais finalement, sans me parler d'arbitrage, que les occasions, on a beaucoup, beaucoup d'occasions et finalement, il y a très peu de buts, quoi. Ouais, tu peux faire ce par-là. Après, c'est pas le même adversaire, c'est pas les mêmes Oui, non, enjeux, c'est pas le même contexte et tout, on est d'accord. mais c'est ça, je pense, qui est très rageant, moi, je trouve. C'est au final, tu te fais battre par Panathinaikos, qui est quand même faible. Et c'est la honte, quoi. C'est un fiasco pour moi. C'est un fiasco, même si tu as les éléments contre toi. Alors, on peut énumérer les choix un peu bizarres. Alors, le pénalty non sifflé sur la charge dans le dos sur Guendouzi à la 93e. Déjà, là, il y a un premier truc où tu peux te dire, ouais, c'est quand même l'arbitre, là, il était un peu léger. Ok, bon, soit. Le pénalty en lui-même, ok, la règle, ça touche la main, il n'y a rien à dire, hein, il y a main. Hein. Mais est-ce que la règle, elle n'est pas débile? Je veux dire, il y a aucun tir vers le but, ça annule pas une occasion de but. Ils sont dans un duel aérien tous les deux et la balle, elle retombe sur sa main. J'ai penalty là-dessus, je suis à la rigueur, siffle coup franc dans la surface, tu vois. Mais penalty là-dessus, je trouve que c'est un cadeau hallucinant dans les dernières secondes. C'est la 95e quand même, il faut se En rappeler. Et plus, c'est, enfin, le les penalty, il est radios, ça a marqué été. c'est ça, 99e, il est marqué le penalty. C'est-à-dire qu'il les sauve, il les sort il les sauve. Moi, Pour ce qui Lopez, me. t'avais Enfin, deux oreilles avant quand même, hein, mais bon. c'est pour ça que moi, enfin, après, c'est mon analyse, mais bon, je suis peut-être le seul et peut-être un peu extrémiste, mais c'est pas grave. Pour moi, tu peux faire des erreurs d'arbitrage. Par exemple, tu siffles pas penalty sur Guendouzi. Bon, c'est limite, tu peux siffler, tu peux pas siffler. Bon, peut-être tu peux plus siffler que pas siffler, mais bon, à la limite que tu siffles pas, mais 2 minutes après, c'était à peu près la même occasion. Enfin, c'est pas la même occasion, mais je veux dire, où tu as un penalty éventuellement que tu siffles, bah, tu te dis, ok, si, c'était honnête, je veux dire. J'ai fait une erreur, là, c'était limite. Bon, c'est limite, bon, là, c'est limite aussi, je siffle pas. Pareil, il y a Mm. une main, alors c'est d'un joueur de Panathinaikos. C'est vrai qu'elle est d'abord la cuisse, après le bras. Bon, moi je siffle pas un penalty, c'est clair. Mais ils ont déjà sifflé des penalties. Donc cette action-là, tu te la mets quand même dans la tête. Et puis après, tu as aussi une main. Donc là, c'est pareil. Pour moi, il doit y avoir compensation si tu es honnête. Donc si tu choisis que Ouais. d'un côté, pour moi, il y a pas enfin, Alors, il c'est y a pas quand de même hasard, quoi. une différence flagrante, c'est que les nouvelles règles, c'est que si ça touche une partie du corps avant la main, et je trouve ça totalement logique, il n'y a pas pénalty. Je veux dire, le mec, même s'il a la main Ah comme oui, ça, à je la suis base, le, d'accord, le ballon, hein. il est en bas, il touche son pied, ça remonte sur la main. Bon, tu peux On pas est faire d'accord. grand-chose. Après, Gendouzi, il est au duel, il est comme ça, le ballon, ça frôle les têtes, ça touche sa C'est main. ça, je Il veux fait dire, il pas fait pas action. le geste pour contre. T'as l'impression C'est qu'au ça. ralenti, il fait ça pour se contrôler, pour amortir. Mais non, en fait, le gars, c'est un réflexe Non, parce puis il que n'y a pas d'action de but, il n'y c'est a ça. rien, tu vois. C'est ça qui est Donc incroyable. ça, moi, je trouve que ça, c'est quand même très, très difficile. Après, tu as quand même des occasions en seconde mi-temps, parce que Harit, il fait un début de première prolongation qui est assez exceptionnel. Tu es encore incapable de tuer le match. Vitinha, il en rate une avec Ouais, il en le aurait centre, eu une belle, ouais, notamment. le centre en retrait de Même Verretou. deux, Alors, mais sur bon. le coup, je dis Verretou, mais qu'est-ce que tu fais? Finalement, il fait un centre en retrait parfait. Après, Vitinha, il la frappe fort, mais il ne regarde pas, en fait. Il y avait tellement de joueurs devant le but. S'il regarde, il peut presque contrôler. Oui, je dis ça, c'est facile, hein, dans le feu de Oui, l'action et oui, mais tout. enfin, c'est vrai qu'il est quand Mais même bien placé. c'est pas Vitinha qui te tue le match. Pour moi, Non. c'est pas Vitinha que je pointe du doigt. Vitinha, il en a raté une ou deux, mais Ndia, il en a raté deux. Klose, il en a raté deux. C'est pas Vitinha. C'est globalement, je trouve qu'on a été maladroit, encore une fois, inefficace. Aubameyang, il te met deux buts de pur attaquant, parfait, mais derrière, tu n'es pas efficace. Après, bien sûr, tu as les buts refusés. Vitinha, le dernier, le 3-1, on était tous debout en train de tout retourner dans le studio. Et non, ils vont nous sortir un orteil qui dépasse alors qu'il y a une faute sur Harit et éventuellement un penalty derrière. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup
Ça fait beaucoup de choses qui font que tu es encore plus frustré. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a dit, on pouvait en parler, mais une fois qu'on l'a dit, pour moi, le principal problème, il n'est pas là. Le principal problème, c'est de se dire, tu n'as pas été assez efficace, tu n'as pas tué ce match et tu l'as pas bien géré émotionnellement sur la fin. Ça, je pense que c'est un gros problème. Tu n'as pas le droit de perdre contre ce Panathinaikos, c'est trop faible. Tu n'as pas le droit, en fait. Et le match aller, il n'est pas au niveau. Ah non, on a été nuls, C'est ça quoi, c'est clair. c'est quoi la préparation physique pour présenter une équipe aussi mauvaise sur le match aller? Parce que là, tu as montré un bon visage pendant 60 minutes, 70 minutes, mais au match aller, c'est scandaleux de perdre là-bas, quoi. Et OK, l'arbitre, il exclut Kondogbia, c'est pas forcément mérité, etc. Il faut arrêter de se cacher derrière ces erreurs. Oui, il y a des erreurs. Oui, ça te flingue peut-être les matchs, mais tu aurais pu, malgré ces erreurs-là, tu aurais dû, en fait, te qualifier. Et ça, pour moi, c'est la faute à l'OM. C'est la faute des joueurs. Ils n'ont pas tué le match. Ils n'étaient pas prêts sur le match aller. Ils n'ont pas tué le match au retour. C'est un fiasco. Franchement, c'est un fiasco. Tu n'as pas le droit de te faire éliminer par Panathinaikos. C'est trop faible. Tu n'as pas le droit. Oui, après, moi sur le match, bon, ok, comme toi, effectivement, je reproche l'inefficacité, mais malgré tout, quand tu vois les actions de Ndiaye, quand il rentre dans la surface, c'est ce qu'il fait. Alors après, il t'arrive forcément d'un peu moins de lucidité, mais rien que quand j'ai vu ce geste, je me dis quand même, il fait des choses assez folles. Mais ça, Euh, c'est bien pour l'avenir. Mais sur ce ah ouais, match-là, au final, tu dribbles trois joueurs, mais tu marques pas le but. Ben, ça ne change rien. Ça fait des belles images. Nous, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'il commence à montrer de belles choses. Mais sur ce match-là, au final, il n'a pas tué le match. Je trouve que oui, Aubameyang a été beaucoup plus tueur, où il met deux buts et il fait quasiment une passe décisive sur le but hors jeu de Sarr, là, avec l'extérieur du pied, là, qui est oui. super bien donné. Là, on a retrouvé un vrai attaquant, un vrai tueur, quoi. Alors, du coup, ben, il y a forcément des conséquences. Alors, après, financières. Alors là, à voir, bon, quand tu fais un parcours, on va dire, normal, ben, fait normal, en étant éliminé, hein, en faisant 6-7 points, bon, c'est 40 millions d'euros à peu près que tu récoltes, hein, avec tout, hein, primes, UFA, billetterie, etc. Alors là, c'est 6 millions d'euros minimum, mais bon, c'est que 6 millions d'euros l'Europa League. Après, bon, la Provence en parlait. Bon, ça, c'est sûrement le club qui communique, donc à voir est-ce que c'est vrai ou c'est de la com. Que la perte financière serait que de 10 millions, parce que, alors c'est vrai, moi j'ai un peu regardé aussi dans mes fichiers par rapport au transfert où il y a des primes, enfin des bonus par rapport à la qualification à la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai remis à jour, on en parlera tout à l'heure, pour voir à peu près ce qu'on dépensait cette saison. Mais bon, malgré tout, enfin, je sais pas, 10, 20 millions minimum, enfin, sans parler de la prestige et au niveau sportif, quoi. Mais au niveau financier, je pense que quand même, ça va un peu nous freiner. Enfin, en tout cas, il l'a dit, même Longoria, c'est que, par exemple, si on allait faire un gros joueur encore, bon, mais a priori, il ne viendra pas parce que il veut jouer la Ligue des Champions, le gros joueur, quoi. Donc, c'est ça qui va C'est quand même ça. nous empêcher Je d'avoir pense que peut-être notre c'est plus gros joueur ça. en arrivant. C'est plus l'impact attractivité du club qui en prend un coup que financièrement, oui, tu vas perdre, alors oui, selon entre 10 et 20 millions d'euros si tu fais le différentiel entre les deux compétitions, parce que tu es quand même en Ligue Europa. Après, ça dépendra le parcours que tu feras aussi en Ligue Europa. Mais bon, déjà, pour se faire une idée, la Ligue des Champions, à partir du moment où tu es qualifié pour les poules, direct, tu prends 15 millions, victoire ou pas victoire, même si tu fais 0 points, tu prends 15 millions et quelques. Les matchs de poule en Europa League, je crois que c'est 3,5 millions ou un truc comme ça. Donc c'est 5 fois moins, en gros. Donc déjà, tu vois, là, tu as un différentiel direct. Après, euh, les clauses par rapport à être qualifié en Ligue des Champions ou pas, heureusement qu'il fait ça. Et puis j'ai envie de dire, beaucoup de clubs le font. C'est la base. Parce que sinon, c'est-à-dire que l'année où tu n'es pas en Ligue des Champions, c'est la catastrophe. Donc Mm. forcément, le fait d'indexer certaines primes et certains salaires, parce qu'il y a aussi, je pense que les gros salaires comme Aubameyang et Kondogbia, ils sont aussi liés à jouer la Ligue des Champions ou pas. Et c'est logique de le faire. Alors eux, ils peuvent être déçus, mais bon, ils sont responsables comme les autres, hein, ils ont participé à ces matchs. Mais je trouve ça logique. Le problème qu'il y a, c'est que je trouve que, surtout sur les réseaux sociaux, il y a certains supporters qui ont tendance à exagérer dans un sens ou dans l'autre. C'est toujours pareil. Oui. Faut essayer de tempérer un peu tout ça. D'un côté, Longoria travaille bien, il fait des bonnes choses. D'un autre côté, il y en a, c'est un dieu, quoi. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ni parfait, ni catastrophique. C'est juste que Longoria, il se plante, comme tout le monde se plante. Par contre, indexer les salaires, certains salaires et les primes sur la Ligue des Champions, ça n'a rien de génial. C'est normal.
en fait. Ouais, C'est mais normal. après, si tu veux, je suis d'accord avec toi parce que bon, maintenant, bon, à force, les clubs ont l'expérience et puis se voient par rapport aux autres ce qu'ils font. Donc, mais par exemple, Tapi, bon, voilà, moi, Tapi, c'est un des plus grands présidents de l'histoire de l'OM. Mais par contre, ça, il l'a pas fait. Bon, après, il pouvait pas prévoir que la Ligue allait nous rétrograder suite à une affaire. Mais C'est pas du le même coup, football. il avait indexé, lui, enfin, systématiquement, le budget était fait, on va en Ligue des Champions et on est champion, quoi. Enfin, on est dans les deux premiers. Il n'y avait pas à cette époque ça, quoi. Ouais, C'est mais différent. tu peux pas vraiment comparer. C'est pas comparable forcément parce que C'est une autre période. c'est une autre T'imagines, à période. l'époque, tu avais droit à 3 étrangers dans ton effectif. Les salaires étaient totalement différents. Enfin, tu vois, c'est difficile de comparer ça. Oui, oui, non, je comprends. Pour moi, tu peux pas vraiment le faire. Mais en tout cas, le fait est que je pense que Longoria et son staff enfin, lui, ils ont fait ça, mais la plupart des clubs font ça. Oui, On, oui, oui. bud- on budgétisait qualification pour Ligue des Champions et non-qualification pour la Ligue des Champions. De toute façon, quand tu finis troisième, tu es obligé de le faire parce que tu as l'incertitude. Tu as deux tours à passer avant d'être qualifié, donc tu ne sais pas ce qui peut se passer. J'ai envie de te dire, l'avantage là, c'est que tu te fais sortir directement en tour préliminaire, tu ne te fais pas sortir en barrage. Tu perds la billetterie sur le match retour des barrages, mais au moins, là, vu que l'équipe, moi, je trouve que physiquement, elle n'est pas encore top, Ah oui. ça va te faire un mois d'août un peu plus tranquille. Bon, j'aurais bien voulu aller voir le match retour de Braga au Vélodrome. Hein. Je ne me faites pas dire ce que C'est clair, c'est je l'ai pas clair. dit. Mais le fait est que, voilà, maintenant que c'est fait, tu es sorti. Là, tu as un calendrier beaucoup plus simple tu as des matchs face à des équipes abordables en Ligue 1. Abordable, ça ne veut pas dire que tu vas les battre. Hein. C'est sur le Ouais. papier. Alors, je veux Mais pas. voilà, du coup, ça veut dire que là, tu vas pouvoir travailler. Parce que ce qui manque pour moi avant tout à cette équipe, et je conclus, c'est le collectif. Pour moi, le collectif, il n'est pas encore huilé. On a eu une super première mi-temps, mais ce n'est pas encore ça. On change totalement chaque année de coach. Donc, on repart de zéro. Et là, on sent que ce n'est pas encore ça. Collectivement, ça ne joue pas encore bien. Ce n'est pas coordonné. Il y a trop d'espace entre les lignes. Mais il va falloir que ça bosse. Et là, c'est bien. Ça va donner plus de temps pour travailler et pour faire progresser ce collectif, qui pour moi est la chose la plus importante dans une équipe de football. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Alors, je vais juste te faire cette question. C'est pour pas prendre 5 minutes, mais moi, c'est un peu une question qui m'interpelle. Je reviens sur l'arbitrage, désolé. Mais c'est de manière générale, moi, c'est un truc enfin, qui m'obsède un peu parce que bon, l'expérience du foot aussi. Est-ce que ça suffit déjà? Et c'est pas que cette question, mais bon, c'est pour faire l'intro, quoi. Est-ce que ça suffit? Alors déjà, je sais même pas si c'est vrai. Bon, parce que bon, là, je me méfie aussi de la communication. On est dans un monde de mensonge. Enfin, c'est pareil pour moi. Est-ce que ça suffit, si c'est vrai, de faire une lettre à l'UEFA pour dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage sur les deux tours, ou comme a fait le Dipo Petrov qui a dit qu'il s'était fait intoxiquer alimentaire, enfin, au niveau alimentaire par Panathinaikos. Est-ce que ça suffit auprès de l'UEFA? Voilà, première chose. Bon, c'est peut-être bien de le faire si c'est vrai. Ou alors, enfin, vraiment, enfin, où est-ce qu'il faut être fataliste? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fatalisme de se dire, bon, mais c'est comme ça. Alors, Longoria, peut-être active un peu parce que moi, je l'annonce clairement, on ne sera pas champion de France si on ne fait pas quelque chose. Enfin, champion de France, je ne le crois pas. Mais je veux dire, comme la saison dernière, moi, je n'ai pas cru une seule seconde qu'on serait champion. Pourquoi? Parce que quand il y a Paris-Marseille, on se fait enfler à chaque fois. Enfin, je veux dire, on peut être supporter et parler comme un supporter comme ça, mais dans la réalité, c'est les faits. Il y a toujours des faits qui vont contre nous, contre Lens, pareil, contre Lille. Enfin, donc, en France et en Europe, encore pire, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Je veux dire, est-ce qu'il faut être dans l'UEFA pour, comme est notamment Nasser Al-Khelaifi pour le PSG? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a pas, il y a pas de solution ou comment tu vois ça, toi? Le problème, c'est un sujet un peu tendancieux parce que quand tu parles d'influer les arbitres, il y en a qui vont dire c'est quoi? C'est corrompre. Il faut faire attention, tu vois. Donc, je pense que la lettre, c'est purement symbolique, ça ne sert à rien. Je pense que la première chose, c'est d'apprendre à tes joueurs aussi à savoir réclamer au bon moment. Ça, je pense que sur le terrain, c'est peut-être là. Après, ça ne veut pas dire agresser l'arbitre, attention. Hein. Mais ça veut dire que, tu vois, les Grecs, sur les deux actions litigieuses, ils ont su un peu mettre la pression comme il faut pour que l'arbitre, il s'interroge peut-être au niveau de la VAR et fasse quelque chose. Donc ça, peut-être qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Moi, je trouve que quand il y a des fautes vraiment flagrantes, c'est aussi aux joueurs à réclamer un peu plus. Après, il ne faut pas tomber dans la pleurnicherie permanente, je trouve ça assez Oui, insupportable. oui, oui. Après, au niveau des instances, effectivement, la seule façon de peser, c'est d'être dans les instances, d'avoir un poids.
Mais avant tout, je pense que ce qui joue le plus, c'est d'avoir des résultats sportifs parce que au final, c'est toujours les gros clubs qui gagnent, qui sont avantagés par les arbitres. Et Oui. tu peux le voir sur ces 20 dernières années, quand Lyon roulait sur la Ligue 1 et enchaînait les championnats, ils avaient un arbitrage ultra favorable. C'est pas parce qu'Olas achetait les arbitres, c'est parce que c'était la grande équipe aussi et que les grandes équipes, elles sont favorisées et c'est pas forcément conscient par les arbitres. Quand l'OM de tapis était favorisé aussi par les arbitres, Ah oui, oui, moi, quand j'allais voir Toulouse, Marseille, j'entendais dans les tribunes du stadium, ouais, Marseille, Marseille protégé, les voilà. grosses équipes, le Real Madrid en Ligue des Champions est favorisé par les arbitres, mais faut pas tomber. Alors, il peut y avoir certains moments où on ne sait pas, il y a peut-être de la corruption, j'en sais rien. Ouais, Mais il y a quand pour, même des affaires qui ont été dites, hein. Le Barça, ça a oui, été dit, la Juve, ça a ça, été dit. ça existe, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des affaires qu'il faut voir que, un truc tout pourri. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir des affaires. Oui, la corruption, ça existe. Mais pour moi, le principal problème, la principale raison, c'est que les arbitres, ils vont toujours favoriser le gros. Ils vont favoriser le gros qui gagne. Et je pense que la meilleure façon d'être mieux arbitré, c'est de gagner. Et Ouais, ça, mais c'est sur contre le Paris, terrain. tu seras jamais plus gros. Je veux dire, tu peux faire un super Non, match comme on en a fait. Il y aura tu seras toujours une peut-être pas décision. tu ne seras pas plus gros financièrement, ça c'est impossible, quoique un jour ils vont se barrer, hein, les Qataris. Mais tu ne seras pas plus gros financièrement, mais tu peux rivaliser sportivement. Je suis désolé. Avec le budget que l'OM a aujourd'hui, il est largement inférieur au PSG, donc tu ne vas pas avoir le même niveau de joueur. Mais si tu proposes quelque chose de cohérent collectivement et que tu as un coach ambitieux qui ne va pas se coucher devant le PSG, tu peux rivaliser sportivement avec le PSG. Tu dois, j'ai envie de te dire, tu dois rivaliser avec le PSG. Ça ne veut pas dire être champion chaque année, mais aller les titiller chaque année, ça devrait être ta place en fait. Et si tu étais vraiment ambitieux, bien organisé, après, pour moi, la limite de Pablo Longoria par rapport à ça, c'est de changer de coach chaque année. Tu ne construis pas, en fait. Tu construis pas. Que tu changes un peu ton effectif, c'est une chose, mais que tu changes de coach chaque année, pour moi, c'est difficile sportivement de pouvoir répondre. À un moment Est-ce, donné, s'il continue comme ça. Il y a une saison où ça ne marchera pas, c'est obligé. est-ce que c'est vraiment voulu? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même deux démissions de Tudor et de Sampaoli. Alors, Je ne pense pas que ça soit totalement voulu, mais dans le choix initial, oui, tu sais que Sampaoli, il reste très rarement dans un club. Tudor, c'était pareil. Il n'avait jamais fait 2 ans de suite, mis à part à Split. C'est des coachs très particuliers. Tu sais que c'est compliqué de construire avec eux. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre Marcelino, qui lui est beaucoup plus tempéré et qui lui peut construire sur le long terme. Maintenant, moi, je suis pour Marcelino sur le long terme. Ça dépend ce qu'il va proposer sur le terrain et comment ça va jouer. Tu vois, si on se fait chier sur le terrain et qu'il sort d'une défaite comme ça, genre ben, c'est la faute à pas de chance, Marcelino, je ne vais pas vouloir un projet à long terme avec lui. Mais je pense que la base, déjà, là, il a pris quelqu'un qui peut faire un projet à long terme. Si ça marche bien, si ça se passe bien, j'espère que Marcelino, il va construire quelque chose. Et là, tu peux augmenter, tu peux améliorer ton équipe, tu peux corriger ton équipe en restant dans une façon de jouer. Là, tu imagines des joueurs comme Rongier, Guendouzi, etc., le peu qui reste de Sampaoli, mais ils n'arrêtent pas de changer de poste, de tactique. C'est infernal, c'est sans fin. Alors oui, c'est des joueurs pros, mais c'est difficile de construire quelque chose quand tu changes comme ça chaque année. Et je pense que le premier truc, c'est de construire sportivement quelque chose de solide. Et après, l'arbitrage, ben, il faut savoir mettre la pression intelligemment. Il ne faut pas non plus pleurnicher en permanence parce que moi, je trouve ça insupportable. Mais il faut être intelligent, il faut être malin. La lettre là qui a été envoyée et qui a fuité, j'ai envie de te dire, ça, c'est de la com. C'est de la com, et ça ne sert à pas à grand-chose. oui, ouais. Sur justement, on va pas parler du jeu avant de parler du mercato, enfin, même si c'est lié évidemment, mais on va parler d'abord que du jeu, quoi. Alors, tu en as déjà parlé un peu, donc alors, c'est qu'au début, forcément, mais c'est vrai que pas Malinowski, Marcelino, pardon, Marcelino, il est un peu comme les précédents, d'ailleurs, c'est pas la même, mais une identité de jeu. Enfin, voilà, on voit, enfin, là, évidemment, il y a que deux matchs, mais, ou trois, mais on commence à voir ce qu'il veut mettre en place. Ça a l'air quand même d'être assez offensif, même si c'est moins offensif parce que tu n'as pas forcément la possession des balles, mais bon, parce que c'est important. Il y a vraiment son tactique, elle est claire, quoi. Il va mettre deux attaquants ou un neuf et demi, on va dire, qui fait 10. Après, voilà, deux milieux relayeurs, des arrières qui peuvent monter. Enfin, c'est assez clair et ça a l'air quand même assez attractif. Et puis, bon, le gars, c'est pas, il est pas né de la dernière pluie. Tudor, il était jeune dans le métier, lui, quand même, il a une grosse expérience. Donc, on est quand même bien parti. On parlera des joueurs aussi, mais avec lui, j'ai l'impression quand même qu'on est parti pour avoir une équipe qui tient la route cette année, quoi. Bah, déjà, le recrutement est quand même sympa sur le papier. Maintenant, moi, j'attends pour juger ce que propose Marcelino parce que
un coach peut mettre quelque chose en place très vite. Et pas tous, hein. Mais quand on dit il faut des mois pour inculquer aux joueurs, moi je pense que c'est pas forcément vrai. Il y a des coachs qui arrivent en quelques semaines à mettre quelque chose en place. Maintenant, Marcelo, je le jugerai quand il aura un effectif où les joueurs ils sont à 100% physiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que ça apporte pas mal de limites à ce qu'il veut mettre en place. C'est pour ça que j'attends un peu de juger. La possession de balle, je suis d'accord avec toi, c'est pas garant forcément d'une qualité de jeu. Mais par contre, si tu n'as pas trop la balle, il faut que tu presses. Moi, face à Reims, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est qu'en première mi-temps, tu n'as pas la balle et que tu presses pas beaucoup. Je veux pas. L'OM, c'est pas une équipe attentiste. Je vais avoir du mal à être fan de Marcelino si l'OM, Oui, c'est une équipe qui attend. Moi, je veux une équipe proactive. C'est-à-dire que si tu n'as pas la balle, par contre, tu presses ton adversaire, tu l'embêtes. Tu ne fais pas un bloc bas. C'est-à-dire, c'est pas digne de l'OM, ça. Donc, je vais voir ce qu'il va proposer. Maintenant, on a vu la première mi-temps face au Panathinaikos au retour mouvement, vitesse, jeu vers l'avant. C'est ce qu'on a envie de voir, je pense, avec Marcelino. Je pense que c'est ce qu'on verra aussi, jeu en déviation, touche une balle, jeu en profondeur aussi. On va beaucoup jouer en profondeur, chose qu'on ne faisait plus depuis 2 ans. On a de quoi faire maintenant avec Sarr et Aubameyang qui ont vraiment un jeu en profondeur, des profils qu'on n'avait pas, mis à part Dieng. Et on a Kondogbia qui sait faire des passes en profondeur. On a même vu Verretou faire une passe en profondeur par-dessus, chose qu'il ne faisait pas du tout la saison dernière. Donc je pense qu'on va avoir une modification de la façon de jouer. Moi, je suis intéressé par ça. Il me tarde de voir ça. On a un effectif offensif qui a été bouleversé avec de nouveaux joueurs. Voilà, maintenant, j'attends de voir comment le mercato se termine, quel sera l'effectif final. On voit bien qu'il y a encore des manques et il y a des joueurs pas à 100%. On a vu Lodi, il s'est arraché. Il a fait un match vraiment beaucoup plus intéressant que ce qu'il avait fait au début, mais tu sens qu'à la fin, c'est tout à l'arrache, quoi. Physiquement, il est dans le rouge, quoi. Donc, tu mm, as plein de joueurs qui n'ont pas 90 minutes dans les jambes encore, hein. oui, tout à fait. Après, moi, je trouve que là où c'est rassurant, intéressant et franc, c'est que dans ses conférences de presse, ben, le gars, il dit quand même la vérité. Enfin, du coup, là, une grosse partie, parce que bon, voilà, il dit, ben oui, effectivement, on a pas eu le ballon, c'était pas voulu. Là, on a manqué d'intensité, là, on n'était pas bon, voilà. Et contre Reims, notamment, où le match, c'est pas là. Donc, tu as l'impression que, voilà, il le dit, on va y arriver, je sais comment je veux mettre en place l'équipe. Mhm. Et là, effectivement, on n'est pas au top. Et du coup, on a vu quand même la différence. Moi, j'étais quand même assez un peu inquiet quand même au match aller de Pana. On n'était pas du tout prêt. 6 jours après être prêt, ça me paraissait un peu court, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas prêt, mais on a quand même fait une grosse avancée. Ça progresse, ça progresse. Ça progresse. Après, je suis moins emballé que toi au niveau des conférences de presse. Bon, franchement, les conférences de presse, je veux dire, c'est qu'un truc de journaliste, hein. On s'en fout un peu en vrai par rapport. Tant que ça joue bien sur le terrain, il peut raconter ce qu'il veut en Oui, conférence oui, de non, mais presse, c'est on pas, s'en je veux fout. pas dire l'accord, oui, Mais je sais pas comme. en tant que journaliste, Non, mais moi, d'avoir des réponses à des j'ai eu questions. un coach qui m'a dégoûté de la conférence de presse, c'est Rudy Garcia. Et je t'avoue que par moment, Marcelino, il dit pas grand-chose, hein. Alors oui, les faits, il valide, mais il dit pas grand-chose. Le mercato, demandé à Zoubi, on n'était pas loin de ça, hein. Ouais, Souvenez-vous, après, Rudy bon, après, Garcia. je trouve que les coachs, c'est pas eux de dire le mercato, c'est Non, plus mais tu peux te Longoria. positionner sur les postes. Tu ne parles pas de joueurs, tu ne parles pas d'argent quand tu es coach, mais tu peux parler de tactique en parlant de joueurs. Il a juste laissé entendre qu'effectivement, il lui manquait un mec à gauche, mais il ne manque pas que ça. Moi, je ne suis pas autant emballé que toi par Marcelino au niveau de ce qu'il dit. Je trouve qu'il est assez neutre, un peu trop neutre à mon goût. Alors, au niveau mercato, donc, alors là, j'ai essayé de mettre à jour. Alors, évidemment, j'ai pas toutes les infos. C'est difficile à savoir, quoi. Avec les options, je parle, hein, pour Oui, faire un parce que calcul, là. ça Donc, reste toujours un petit peu opaque, hein. ouais, c'est toujours opaque, donc on ne sait pas trop. Donc, j'ai fait à peu près ce qui avait été annoncé à peu près. Donc, option Malinowski, Touré, Verretou et Harit, enfin, option d'achat. Moins, donc, j'ai enlevé, parce que le dernier calcul que j'avais, Touré 2 millions d'euros, c'était l'option de Ligue des Champions. Malinowski 3 millions, Verretou 2 millions et demi. Vitinha, alors là, c'est pas très clair. Entre 1 et 1,5. Ndiaye, 2, je dis 2, mais je ne suis pas certain du tout, quoi. Bon, bref, on sera à peu près à 17 en option Malinowski, Touré, Verretou, Harit. Kondogbia 8, mais en fait, c'est pareil, hein, c'est que il ne paye pas de suite, hein, c'est en plusieurs. Donc, Hmm. bon, Ouais, puis tu sais pas si les options Ligue des Champions, c'est que pour cette saison. et voilà, c'est ça. Des fois, c'est temps par saison, en fait. Donc, c'est compliqué. Kondogbia 8, Lodi 13, Ouba Meyang 0, Sar 13, Blanco 1,5, Ndiaye entre 15 et 17. 20% à la revente à l'Espoir pour Under, ça fait 3 en tout, on est à 70 millions à peu près. Et en départ, Luis Sarez 8, Milik 6,6, Colossignac et Sanchez 0, Elmas 1,2, Payet 0, 10% de revente avec Tachar qui va à Lyon.
Belle recrue pour Lyon, c'est bien. Je suis plaisantement, 0,5. Under 15. Bon, il y a Malinowski, mais ce sera 0 a priori. Enfin, ce sera Ce après sera une peut-être un pré-option d'achat. On est prépayant. à 30. Hein? Ce sera peut-être un prépayant. Il y a Ah peut-être ouais, une ça partie. je Ça peut sais. être 1 million, 1,5 million, tu vois, en prépayant, plus 9,5 en Ouais, option d'achat. Ça, c'est ce qui fait beaucoup en Italie. ouais. Donc là, pour l'instant, on est qu'à 31 millions, donc on est à moins 39. Donc on sait que forcément, il y a un petit déficit, mais après, bon, il te faut quand même rattraper avec les finales. Bon, bref, au niveau des joueurs, donc, qu'est-ce que tu penses des 6 recrues qui sont arrivées jusqu'à présent? Moi, franchement, pour l'instant, je suis satisfait. Après, ça reste du Longoria, c'est-à-dire que tu as beaucoup de paris. Donc, tu prends des joueurs à relancer. Alors, Lodi, joueur sur le papier super. L'Atlético avait quand même mis 18 millions, je crois, pour le recruter. Il a fait une première saison exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Il s'est installé directement dans un poste de titulaire à l'Atlético quand il arrive en Liga. La suite a été un peu plus compliquée, même son prêt n'a pas été dingue. Donc, c'est un joueur à relancer. On voit ses qualités, hein. Super pied gauche, vitesse, combatif. Bon Sur centre, le hein. pla- Ouais, très bon centreur, ça fait du bien. On en a un de chaque côté. Après, j'ai encore un peu des doutes sur, on verra quand il sera à 100% physiquement, mais le placement défensif, les duels défensifs, pour l'instant, on peut avoir un peu des doutes, mais c'est que le début. Après, Aubameyang, Paris sur un joueur d'un certain âge et surtout contrat de 3 ans avec énorme salaire. C'est le plus gros salaire que le club ait jamais donné. Donc ça, c'est quand même, moi, Aubameyang, je valide, hein. Maintenant, c'est le contrat long qui me fait un peu flipper. Ah, c'est pour Euh, lisser le salaire, hein, c'est toujours pareil, hein. oui, bien sûr, mais Aubameyang, est-ce qu'il peut être bon sur la durée? Moi, je peux avoir des doutes là-dessus. Qu'il soit bon cette saison, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'on voit que c'est un tueur. C'est un mec qui était lié, qui s'est recentré. Tu vois les buts qu'il met face au Pana, là. Le dribbler le gardien marqué, bon, ça c'est geste d'attaquant. Et le petite frappe externe premier poteau, là, sur le centre de Klose, ça c'est un but d'attaquant. Et ça, on n'avait plus ça. Donc ça, moi, je trouve que c'est un très bon choix, d'autant que, sauf énorme surprise, et encore moins maintenant aujourd'hui, notre ami Sanchez ne reviendra pas. Après, Ismail Assar, je trouve que c'est un profil intéressant. C'est un joueur qui a des défauts parce qu'il est quand même, moi je trouve, un peu brouillon par moment et il n'est pas très adroit dans ses centres. Après, c'est un joueur lymphatique aussi qui peut être un peu mou quand le jeu est un peu lent. Par contre, dès qu'il fait des appels en profondeur, dès qu'il prend un peu de vitesse, il va hyper vite, quoi. C'est un joueur qui peut te retourner un match en 2-2. Donc, je trouve que c'est un profil hyper intéressant. Et le couplet avec Muguet comme doublure, là, franchement, ton flanc droit, il est pas mal. Tu Ah as ouais, vraiment ça va deux sans l'heure, hein. dynami- Les deux, c'est ouais, impressionnant. t'as deux dynamiteurs sur le côté. Ça, franchement, je trouve ça plutôt positif. J'espère que Marcelino va le faire, merde, progresser Sarr sur cette capacité à un peu lever la tête, à faire des centres un peu plus précis. Mais sinon, dans le dribble, dans la vitesse, le jeu en profondeur, super intéressant. Ndiaye, on était tous déçus par ses premières prestations. Il était vraiment pas bon. Je trouve que contre le Pana, on a vraiment vu ce qu'est ce jeune joueur talentueux. C'est cette capacité à dribbler, à éliminer, les contrôles orientés dos au but, accélérer le jeu, rentrer dans les petits espaces. Donc ça, profil différent aussi, hyper intéressant. Là, tu as mis quand même pas mal d'argent pour l'avoir, mais je pense que ça va être un joueur qui est très jeune, hein, qui a 23 ans, hein. Donc ça, c'est un investissement, je pense, vraiment un très bon investissement. Offensivement, franchement, là, tu as 3 joueurs quand même, c'est solide, hein. Donc ça, c'est très bien. Harit Kondogbia, qui a l'air de. Enfin, il a rentré, ce qu'il nous a fait là, c'était. alors ça, J'ai c'est pas- moi, j'aurais jamais mis pièce là-dessus, que quand tu reviens des croisés, en Ouais. général, ça prend beaucoup de temps. Le voir au niveau qu'il a eu en première mi-temps de prolongation, là, c'est assez incroyable. Voilà. Harit, ça sera le facteur X. Il était Et déjà qu'est-ce avec que tu nous, hein. penses de Unai? Parce que moi, je sais pas trop quoi penser de ce joueur. Techniquement, je trouvais forcément, il est super fort. Mais après, j'ai l'impression quand même qu'il ralentit le jeu. Ah oui. C'est un peu énervant, quoi. Bon, déjà, je pense qu'Unai, là, il dépanne. C'est pas son poste. C'est Ah pas oui, un non, joueur mais de ça, on le sait, côté. c'est clair, c'est pas un ailier, hein. C'est un joueur d'axe. Qu'il soit axial milieu au niveau de Kondogbia ou axial derrière l'attaquant, c'est un joueur d'axe. C'est un joueur de petit périmètre, c'est un joueur de passe, de dribble. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un joueur de vitesse. Mais ça va être intéressant dans l'axe. Quand l'effectif sera constitué, parce que on en parlera sûrement après, mais ils vont forcément recruter à gauche. Ça va être un joueur de. Ah, est-ce qu'il va tenter de le faire jouer à côté de Kondogbia comme il joue avec le Maroc? Est-ce qu'il va être une solution pour un soutien d'attaquant, pour être un peu moins offensif en 4-2-3-1, avec un peu plus de maîtrise de ballon? On verra. Mais le talent, il l'a, c'est indéniable. Maintenant, il va falloir qu'il
progresse dans jouer plus simple, moins de touches de balle, parce qu'il y a des moments ça peut servir, mais il y a d'autres moments ça ralentit trop le jeu. Ouais, Et puis surtout, à force de dribbler, il se fait perdre, il se prend le ballon, il oui, se met à deux, et puis voilà, quoi. clairement, face au Pana, c'est le plus mauvais, hein. Il a Ah perdu oui, oui. quasiment tous ses ballons, il était à l'envers. Mais c'est un joueur qui peut t'apporter énormément de choses. Il va falloir qu'il travaille physiquement pour défendre un peu plus aussi, parce qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts défensifs. Et les duels physiques, il se fait bouger. C'est normal, le mec, il est comme ça. Mais voilà, il y a gros axe de travail. Jeune joueur, plein de talent. On ne l'a pas vu trop pendant 6 mois. Je pense que ça va être aussi une progression à voir cette saison, mais axialement. Il faut qu'il soit axial, ça, c'est pas négociable. Sinon, c'est de la bricole, hein, pour l'instant. Ouais, de toute façon, il nous manque clairement un ailier gauche. Alors après, fais attention, Marcelino, il a jamais eu vraiment deux vrais ailiers, quoi. Il a eu un Oui, vrai oui. ailier et un autre qui est plus intérieur. Est-ce qu'il va refaire la même? Mais Ah, Harit a le profil parfait, si tu oui, veux. Harit, oui, mais je veux dire, ouais, pour l'instant, il compte pas sur lui au niveau titulaire parce que bon, physiquement, il sait pas trop. Donc. Oui, mais quand tu vois moi le niveau qu'il a montré, je pense qu'il va se retrouver rapidement titulaire, Harit, hein. S'il arrive, Ah oui, il y a des joueurs qui ont des capacités à retrouver leur niveau. J'ai l'impression qu'Harit, c'est le cas, hein. Alors je dis pas, il va pas tout de suite faire 100% des matchs, être bon tout de suite. Mais déjà, moi je pensais pas qu'il pourrait retrouver si vite son niveau après une opération des croisés. Je trouve qu'Harit, il revient très vite, il est très motivé. C'est un peu un chouchou du public parce que c'est un mec attachant. Mais non, non, je pense que rapidement, ça va être Harit qui va être titulaire à gauche, mais il faut qu'il ait une doublure avec peut-être un profil différent. Si tu prends un joueur un peu plus ailier, justement, parce que Harit, c'est pas vraiment un ailier non plus, ça peut être aussi intéressant de changer, tu vois. Tu peux changer et faire des choses différentes. Tu peux aussi mettre Ndiaye sur un côté, hein. Ndiaye, il peut jouer à tous les ouais, postes, hein. il y a un plus un l'axe quand même. Ouais, ouais, Alors, mais il peut jouer. Tu vois, pour moi, Ndiaye peut plus jouer sur un côté que Unai, oui, pour oui, moi. oui, 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 bien sûr. Alors après, au milieu, ben, c'est pas fixe parce que bon, on a bien compris que Longoria veut pousser dehors Guendouzi et puis récupérer un peu d'argent parce que voilà, je dis tout à l'heure, il manque quand même un peu déjà d'argent pour à peu près équilibrer. Mais il n'a pas l'air de vouloir trop partir, mais bon, il y a quand Il même faut des qu'il clubs les qui sont offre. intéressés. Hein? Faut qu'il les offre. Tu pars pas si t'as pas d'offre. Ouais, c'est ça. Donc bon, Rongier, bon après même si j'ai vu des trucs, après je sais pas si c'est vrai. En cas d'élimination, ça m'étonnerait qu'il veuille partir. Bon, bref. A priori, c'est plus lui qui va partir quand même. Verretou, il n'a pas l'air de vouloir partir sur la conférence de presse qu'il a faite. Le gars, il avait l'air vraiment focus sur l'OM, quoi. Après, c'est Ouais, toujours pareil, c'est peut-être pas les joueurs, c'est plus le Longoria qui décide. c'est exactement ça. Moi, j'ai envie de te dire, la majorité Ah, des par joueurs. contre, Non, le truc qu'il y a, c'est que pour moi, les joueurs veulent rester, mais tu as trop de joueurs au milieu de terrain. Donc, forcément, c'est les offres qui vont déterminer. C'est-à-dire que le premier qui a une offre intéressante, ils vont l'étudier, en fait. Sachant que Pape Gueye va revenir aussi, même s'il repartira à la CAN, va revenir en fin d'année. Et Pape Gueye, novembre, ça hein. peut être un élément important aussi de la saison. On l'oublie parce qu'il est suspendu, mais des retours qu'on a eus à l'entraînement, il a impressionné tout le monde, hein. Pape Gueye, il a fait un retour du FC Séville transformé, grosse confiance en lui, beaucoup plus vers l'avant. On connaît ses qualités, mais il ne les montrait pas forcément tout le temps avec l'OM. Là, les retours qu'on a de la commanderie, c'est que Pape Gueye, il a impressionné Marcelino. Et il Et devrait prolonger en plus. ouais. Il faudrait aussi un autre défense latéral, quoi. Alors, du coup, on parlait il fallait un latéral, donc a priori polyvalent, parce qu'on compte sur Soglo, hein, à gauche, donc plus un latéral droit qui peut dépanner à Klose. Entre parenthèses, je suis quand même assez surpris, moi, de Klose. Je pensais pas qu'il puisse s'adapter à la défense à 4. Pour l'instant, il est énorme, quoi, je trouve. Donc Mm. ça, c'est positif. Mais il faut quand même, a priori, on va pas se retrouver comme la saison dernière où il nous manque encore un joueur en latéral, quoi. Et Paul Lirola qui est dans le. Non, je rigole. Ouais, à ma vie aussi. Euh, Non, mais c'est vrai que Klose, c'est une très bonne nouvelle pour l'OM et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui parce que peut-être que Didier Deschamps va reconsidérer le fait de faire jouer un défenseur central à droite et qui va plutôt mettre un vrai latéral, un peu plus offensif. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, l'équipe de France. Après, Klose, on a vu sa limite la saison dernière, c'est quand on enchaîne les matchs. Là, il a enchaîné les matchs, il a tenu le coup. J'aurais commencé à avoir peur si tu étais qualifié contre Braga et qu'il devait enchaîner tous les matchs là. Parce qu'il n'a pas de doublure, hein. Il n'y a personne qui peut jouer à droite, hein. Ah ouais. Mis à part du bricolage en mettant un Bemba ou des joueurs comme ça, mais c'est un peu du bricolage. Clairement, il faut un latéral polyvalent parce que tu ne peux pas mettre Soglo en doublure à 100% de Lodi. Soglo qui n'a pas de repère au haut niveau, mais qui a fait une belle prépa. Je trouve que ça serait intéressant de le voir un petit peu, même face à Metz, tu vois, là, Soglo. C'est un jeune joueur. Il a laissé sa chance à Mug, qui a plutôt été bon contre Reims. Donc, pourquoi pas donner un peu de temps à Soglo, parce qu'on a vu que Lodi était un peu fatigué.
Après, une fois que tu as fait le latéral, je pense que c'est la priorité pour moi. Il faudra que tu prennes un ailier gauche ou un milieu gauche et peut-être un défenseur central. Ouais, alors justement, j'allais te poser la question. Un défenseur, dans l'idéal, enfin, je pense qu'on est un peu tous à vouloir, même si on aime bien Balerdi, mais bon, on n'est jamais sûr de son niveau régulier. Dans l'idéal, on souhaiterait avoir un défenseur, on va dire, du niveau de Mbemba ou de Gigot, quoi. Mais bon, s'il n'y a pas de départ, a priori, c'est compliqué. Alors, je viens de voir une info comme quoi un journaliste, non, c'est un consultant, Mohamed Bezouaï, adjoint du FC Montfermeil et du chroniqueur du Club des Cinq, qui dit que le FC Metz veut Touré. Mais bon, Touré, je veux dire, ils vont sûrement le vouloir en prêt ou alors. Oui, Euh, bah, l'OM n'a pas intérêt à vendre Touré sauf énorme offre. C'est un jeune joueur qui a fait un super prêt. Moi, prêter Touré, je suis pas contre, hein, ça peut être une bonne idée. Après, le problème, c'est que sur tes quatre défenseurs centraux, c'est le seul gaucher. Donc, je pense qu'il te manque un défenseur gaucher. Je suis étonné de voir Mbemba à gauche. Je le trouvais meilleur à droite, même s'il avait joué à gauche à Porto aussi, a priori. La question, c'est est-ce que Mbemba va partir? Parce que c'est ça la vraie question. A priori, il y a une grosse offre d'Arabie Saoudite sur la table. C'était en juillet, ça, non? Enfin, a priori. Ouais, mais tu sais, ça se relance, les offres. Donc, est-ce que ça sera étudié à la fin ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'avoue que ça me ferait quand même, je serais assez déçu de voir partir Mbemba cette saison. Maintenant, c'est quand même étonnant que le coach l'ait titularisé face au Panathinaikos, sachant que Balerdi était disponible. On avait plutôt l'impression qu'il était parti sur une charnière Balerdi-Gigot. Là, il a aligné Mbemba peut-être sur le rythme, vu qu'il avait joué face à Reims. Mais en tout cas, le fait est que on verra demain soir si Balerdi retrouve sa place. Il manque peut-être un joueur de haut niveau à ce poste-là en plus. Maintenant, comme tu le disais, sans départ, il n'y aura pas d'arrivée à ce poste-là. Moi, je suis un peu circonspect sur Mbemba parce que j'avais commencé à avoir une théorie, mais là, elle est un peu, du coup, erronée, quoi. Puisque on voyait qu'avec Longoria, quand il voulait faire partir un joueur, en fait, il disait à l'entraîneur, mais tu le fais pas jouer. C'est le cas de Hmm. Guendouzi, c'est le cas d'autres, hein. Il y en a d'autres, Bakambu ou Dieng ou autre. Là, j'ai l'impression qu'il faisait pareil avec Mbemba. Il a peut-être appris, il le faisait, et là, finalement, il le refait jouer. Donc, c'est pas. Et en plus, la dernière conférence de presse, enfin, la dernière déclaration qu'il a faite après le match de Reims, là, enfin, en gros, il disait, oui, on me pousse dehors, quoi. Il disait, Hmm. enfin, j'ai beaucoup de respect pour le président, mais bon, je suis pas sûr de rester, quoi. Donc Et là, le truc qu'il y a, c'est que il y a un truc qui se passe avec Mbemba, je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'était quand même ta satisfaction numéro un presque avec Sanchez la saison dernière. Euh, il a disparu un peu en fin de saison, il s'est retrouvé sur le banc. Le coach avait justifié ça en disant qu'il était fatigué après les matchs internationaux. C'était un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème extrasportif avec Mbemba. Ce n'est pas une info, hein, c'est une sensation. J'ai l'impression qu'il y a un problème extrasportif. Pourquoi ils veulent le foutre un peu dehors, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais maintenant, on verra s'il sera encore là après le 31. Moi, j'aimerais bien qu'il reste là. C'est quand même un joueur qui a l'expérience du haut niveau, qui a joué avec des champions, qui est pas encore à 100%, donc qui n'est pas encore aussi bon qu'on l'a vu, mais qui peut pour moi retrouver son niveau. Et ça peut, la charnière Gigot Mbemba peut avoir de la gueule, hein. à Gigot, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Super guerrier, quoi. Ouais, mais quand Mbemba il aura retrouvé son niveau, tu as l'expérience, le placement, Ah oui, oui, oui. il sait partir balle au pied, il peut péter la première ligne balle au pied. Franchement, ça peut être sympa. En plus, tu joues pas à la Ligue des Champions. Je pense pas que tu auras. De toute façon, je pense que c'est assez clair. En défense centrale, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Alors après, il y a un joueur qui pose débat au niveau des supporters. Moi, je suis entre les deux, on va dire. C'est Paolo Lopez, quoi. C'est que du coup, Paolo Lopez, il a fait quand même, depuis qu'il est là, il a été très bon, hein. Quand il prenait la place de Mandanda, Mandanda était bon, mais il était très bon aussi, y a pas de souci. La saison dernière, une première partie de saison super bonne. Après, il s'est écroulé, un peu comme l'équipe d'ailleurs, les 3 derniers mois. Là, bon, alors moi, je tire jamais d'enseignement des matchs amicaux. Pour moi, parce qu'il y a une question de préparation, d'intensité d'entraînement et tout. Donc, mais bon, c'est vrai que tu regardes les deux heures qu'il a faites, c'est pas que du physique, là. C'est aussi la technique. Il a quand même un peu de mal, balle au pied, hein, même s'il est peut-être meilleur que Blanco. Il n'y a pas de mal, le Mira, mais
Moi, je sais pas quoi penser, quoi. Alors, dans l'idéal, j'aurais préféré un autre meilleur gardien, mais après, le budget, on n'a pas le budget pour tous les postes non plus, quoi. Donc là, il va rester, on le sait, mais est-ce qu'on peut le faire confiance à 100%? En tout cas, là, c'est clair que le coach a validé le choix de Paul Lopez en numéro un, puisqu'ils sont allés chercher sa doublure pour installer ce groupe de gardiens avec Paul Lopez en numéro un. Donc là, ça ne bougera pas cet été. Maintenant, Paul Lopez, effectivement, je suis d'accord avec toi, il fait une très bonne première saison. Il s'écroule un petit peu à la fin. Souviens-toi, avec la fin de la Conference League, où c'est Mandanda qui reprend un peu sa place et on le sent un peu plus friable mentalement. Et j'ai l'impression qu'il a fait un peu la même la saison dernière. Pour moi, il fait encore une bonne saison globalement. Et c'est vrai que la fin de saison, c'était un peu plus dur. On le sentait un peu plus hésitant. Donc oui, il a des défauts, mais ça reste globalement pour moi un gardien assez sûr. Oui. Après, moi, c'est pas son jeu au pied qui m'inquiète, c'est plutôt son jeu aérien. C'est un grand gardien, mais je trouve que dans les sorties aériennes, il n'est pas rassurant. Et ça, je pense que le changement de système de jeu à 4 peut aussi le perturber un peu. Il faut lui laisser peut-être un peu de temps pour retrouver un petit peu, parce que une défense, un gardien, c'est pas que une seule personne, c'est aussi une entente avec ses défenseurs centraux, le placement, etc. Et là, tu es repassé à 4 et ça change même par rapport au centre. Donc, il y a des petits changements. Je pense que c'est suffisant pour les objectifs que tu as cette saison. Maintenant, pour le plus long terme, si tu veux voir plus haut, je pense qu'effectivement, ça sera peut-être un peu limité. Mais je n'ai pas envie de taper sur Paul Lopez. C'est un super mec au-delà d'être un bon joueur. Et tu ne peux pas mettre de l'argent sur tous les postes, il faut faire des choix. Si tu pouvais avoir Bounou, j'aurais pris Bounou, mais Bounou, il va partir en Arabie Saoudite pour 20 millions Ouais. d'euros. Mais voilà, je pense que sur le marché des gardiens, tu vois, tu vois passer des noms avant qu'ils se blessent, Lafond de Nantes ou des joueurs comme ça, mais moi je pense que c'est beaucoup moins solide que Lopez, ce genre de joueur. C'est des joueurs, Lafond est talentueux, mais totalement inconstant. Je pense que Lopez, même s'il a fait 2 fois des fins de saison problématiques, sur la saison, c'est un mec sur qui tu peux compter, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même, en Ligue 1 en tout cas, c'est une valeur assez sûre. Moi, c'est plus mentalement, tu vois, parce que bon, on se rappelle, s'est complètement effondré, en fait, Ouais, dans le derby, même pas qu'à l'OM, mais avant, hein. Genre, Lazio, Roma, il avait oui, fait oui. un match pourri, c'est après, il était complètement, oui, là, il nous fait à chaque fois le coup. Mais c'est surtout, tu vois, je le vois au niveau de s'imposer, parce que l'an dernier, en début de saison, enfin, la première partie, il s'imposait, tu vois, il allait, on sentait que Mhm. c'était le patron, alors que la saison d'avant, il était pas comme ça. Et C'est là, on vrai. le revoit un petit peu encore, un peu Mhm. renfermé. Alors, Ben, je pense que c'est un mec qui est très, très humble et trop peut-être. Et ça peut lui jouer des tours, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un point faible chez lui, peut-être un peu trop gentil. ouais. Bon, on va te remercier, Nicolas, d'être Pas de venu. souci, pas de Et souci, bien, Seb. Avec plaisir. allez, bonne continuation. Ça marche. À À bientôt. plus Ciao, tard. ciao. Ciao, salut.